Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans ce nouveau tutoriel pour parler du module de mathématiques que vous allez pouvoir utiliser avec le langage Python. Alors il y a d'autres modules pour faire des choses un peu plus avancées, je pense notamment à ceux qui veulent travailler avec des nombres complexes. Vous avez un autre module pour faire ça, nous on va se contenter du module vraiment standard, celui qui permet d'avoir accès à des fonctions et également quelques variables on va dire qui nous serviront des constantes pour tous vos calculs mathématiques que vous auriez éventuellement besoin de faire. Voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça, donc c'est très simple à utiliser, hein. C'est une vidéo qui va être assez courte, très simple au niveau de la mise en application, c'est juste histoire de vous expliquer un petit peu leur utilité, à quoi elle peut vous servir et comment s'en servir surtout. Alors la première chose à faire évidemment, comme tout module, c'est de l'importer comme il faut pour pouvoir l'utiliser. Comme d'habitude aussi, deux manières d'importer, vous pouvez faire simplement un import le nom du module, donc il s'appelle math tout simplement, ou alors vous pouvez éventuellement faire un from math import, soit vous faites l'étoile pour importer toutes les fonctions du module, ou alors vous mettez simplement les noms que vous voulez, par exemple sqrt, donc c'est un nom de fonction, etc. Vous pourrez en mettre plusieurs, vous faites comme vous voulez, mais moi je vais rester sur cet import là, comme ça on verra bien que ça provient justement de ce module là. Alors on va créer un nombre, donc je vais faire number, parce qu'on va travailler pas mal dessus, je vais l'appeler x, parce que c'est quelque chose là. On va l'appeler number, je vais lui mettre une valeur complètement au hasard, donc ce sera un flottant, d'accord, on va rester sur une valeur comme ceci, par exemple 14.6, et on va utiliser quelques-unes des fonctions standards. Je vais pas toutes vous les montrer, il y en a beaucoup, si vous voulez connaître vraiment la totalité des fonctions de ce module, vous pouvez aller voir évidemment dans la documentation officielle de Python, donc le module math. Moi je vais vous montrer vraiment celles qui risquent de vous servir le plus, et celles voilà que vous allez retrouver assez souvent. Surtout pour vous éviter de faire vos propres fonctions, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont s'amuser à faire des fonctions mathématiques alors que Python en a déjà. Donc ça vous évitera comme ça de créer quelque chose qui existe déjà dans le langage que vous utilisez quotidiennement. Alors la première, en tout cas le premier ensemble de fonctions que je voulais vous montrer, c'est des fonctions qui vont servir par exemple à obtenir un nombre inférieur, donc si vous voulez le nombre entier inférieur ou supérieur par rapport à un nombre que l'on a. Là par exemple vous voyez que j'ai number ici, je peux très bien faire, alors je vais faire un print, je vais marquer entier supérieur, d'accord, donc je vais le noter comme ça, on va utiliser le format comme on fait d'habitude, voilà, et dans le format on utilisera notre petite fonction. Donc la fonction qui va permettre d'obtenir l'entier supérieur ici de nombre, ça va être, donc dans le module math, je vais utiliser la fonction sale, tout simplement, et sale bien évidemment elle prend un entier, enfin en tout cas une valeur, donc moi c'est ça. Alors c'est des fonctions qui en général retournent un flottant, d'accord, sachez-le, ça retourne toujours un float. Après si c'est une valeur entière, vous pouvez évidemment caster en integer, donc en entier si vous voulez, mais grosso modo ça retourne, parce que vous verrez que les mathématiques ça tombe jamais forcément juste sur un nombre entier, ça peut retourner un flottant, donc faites attention toujours au retour et au type de la donnée que vous avez. Je vous rappelle qu'il y a la fonction type qui vous permet d'ailleurs de vérifier. Donc vous pourrez voir par rapport à ça. Alors là on va tester directement, on va faire python main.py, et vous voyez que l'entier supérieur donc de 14,6, si je prends ce nombre là décimal, c'est 15, d'accord. Donc vous voyez il va vraiment arrondir en fait à l'entier supérieur par rapport à ce que vous avez. Donc ça c'est une chose à vraiment savoir et qui vous sera souvent utile. Vous avez également l'inverse, c'est-à-dire l'entier inférieur directement. Donc c'est si vous voulez le plafond en dessous, et là la fonction c'est tout simplement floor. Donc vous voyez je change juste le nom de la fonction, c'est juste un petit changement, et là voilà, l'entier inférieur du coup il enlève en fait du coup la partie décimale, il ne garde que la partie entière du nombre, et du coup on obtient bien effectivement 14. Donc ça c'est des petites choses qui vont vous servir. Alors comme exemple d'application, j'en ai un moi qui m'est venu tout de suite, notamment quand vous développez un site web par exemple, j'y pense, que vous faites admettons la pagination de, je sais pas moi, sur un forum, sur un ensemble de news, vous voulez paginer, si par exemple vous avez, je sais pas, vous avez décidé d'afficher 5 news par page, admettons que vous ayez 6 news, vous allez avoir une page qui en aura 5, et il faudra bien évidemment réserver une page qui n'aura qu'une seule news. Sinon vous vous retrouveriez avec une seule page qui en afficherait 5 des news, et la dernière elle serait jamais affichée. Donc là ça pourrait être utile d'avoir ce genre de fonction sale, qui même si par exemple on avait je sais pas 6, donc voilà 5 pages, donc un ensemble plus une page qui est toute seule, plutôt que d'en créer qu'une seule, 2 pages, on va créer quand même une page supplémentaire, même s'il n'y a qu'une news qui sera dans la deuxième page. Voilà, donc voilà un exemple d'application où ce genre de fonction peut être utile, quand on a besoin de faire des arrondis supérieurs. L'arrondi inférieur, c'est si on veut obtenir un entier, pourquoi pas, une valeur entière, ça peut servir dans ce sens-là. Donc pourquoi pas à ce niveau-là d'utiliser ces fonctions, donc elles seront très souvent utilisées, vous allez souvent les voir, c'est pour ça que je tenais à vous les présenter en premier.
On vient maintenant à d'autres fonctions un peu plus logiques, pareil, qui sont assez utilisées en mathématiques, hein. Donc pas forcément en plus à un très haut niveau, hein. Vous avez dû voir ça directement avec le collège, voire lycée même, pour la plupart d'entre vous. La fonction racine carrée, d'accord? Donc ça je présente pas non plus, hein. Donc racine carrée. Donc par ailleurs j'aurais peut-être pas dû supprimer, mais c'est pas grave. Toujours format. Donc on va faire sur math, et c'est SQRT, tout simplement. Voilà, c'est le nom de la fonction pour obtenir la racine carrée d'un nombre. Voilà, donc la racine carrée de 14,6, c'est 3,82, 0,99, etc. Alors si je veux obtenir la racine carrée de 100, j'aurai évidemment 10, d'accord? Donc vous voyez, quand je disais que c'est un flottant qui est rendu, pardon, c'est effectivement le cas. Vous voyez, ici il me met pas 10 en valeur entière, il me met bien 10.0. Alors c'était différent pour les deux fonctions d'avant, où là vous voyez qu'il retournait vraiment un entier, un integer. Ici c'est bien un float. Si je veux avoir une partie entière, il faudra caster avec la fonction int, comme vous l'avez déjà vu dans la formation. Donc ça c'est vraiment à retenir, bien savoir que même si c'est une valeur entière, SQRT, donc la racine carrée, vous rendra un flottant, dans tous les cas. Une autre fonction très intéressante et très utilisée aussi, c'est la fonction de puissance. Vous savez, faire par exemple 10 à la puissance de 100 à la puissance quelque chose. Un nombre en fait a une puissance de quelque chose. Donc par exemple, je vais mettre 10, parce que 10 ça paraît logique. Je rappelle, hein, donc si vous savez pas toutes ces notions de puissance, de racine carrée, etc., c'est pas grave. Si vous les avez jamais vues, pardon, dans vos études à l'école ou autre, vous les verrez de toute façon probablement. Après, si vous avez quitté l'école et que vous l'avez pas vu quand même, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Là, c'est un domaine mathématique, on n'est plus vraiment dans de l'informatique ou de la programmation. Donc évidemment, utilisez en fonction de ce que vous savez faire ou de ce qui vous intéresse. Si vous n'avez jamais fait de racine carrée et que vous ne voulez jamais en faire et que vous n'en ferez jamais, c'est pas forcément utile d'apprendre à utiliser la fonction de racine carrée. Mais en tout cas, comme il y en a pas mal qui connaissent ces notions-là et qui auront besoin de les utiliser, c'est pour ça que je fais cette vidéo et ce petit tutoriel pour montrer tout ça. Donc on va faire 10. Et ici, donc la fonction s'appelle po, tout simplement. Voilà, po c'est la fonction de power, donc puissance. Donc ça prend en premier paramètre le nombre, et ensuite la puissance. Donc moi par exemple si je fais puissance 3, d'accord, on va obtenir du coup ceci. Je vous rappelle qu'un nombre, donc 10 à la puissance quelque chose, en fait vous comptez le nombre de zéros. Si c'est puissance 3, vous mettez 3 zéros en fait après le 1. Donc c'est facile à faire des puissances par rapport à 10. Très simple, 10 à la puissance 6, c'est un 1 suivi de 6 zéros. Donc ça fait 1 million. Donc c'est assez rapide à faire, de tête déjà. Mais pour certaines puissances assez particulières, sachez que voilà, si on a des valeurs, comme tout à l'heure par exemple, un truc comme ça, la puissance 3, là de tête c'est un peu plus compliqué quand même à calculer. Donc vous voyez qu'on arrive à obtenir, d'ailleurs racine carrée je dis des bêtises, si je modifie pas le texte en même temps, ça va pas être logique, vous allez être un peu perdu. Voilà, d'accord, donc 16,4 à la puissance 3, ça fait 4410, etc., etc. Voilà, ça c'est des petites choses à savoir, pareil, donc 4 fonctions déjà, hein. Les fonctions pour faire, on va dire, des arrondis à l'entier inférieur ou supérieur, la racine carrée et la puissance. C'est des fonctions vraiment très utilisées et des notions mathématiques très standards. Et il y en a encore d'autres, on va dire, qui peuvent vous servir aussi. Alors j'ai viré, alors j'avais dit que je voulais pas virer, notamment la valeur absolue. Voilà, alors la valeur absolue d'un nombre, je vais très vite également au niveau de notions mathématiques, c'est en fait l'entier positif, si vous voulez, d'un nombre. Par exemple, si vous demandez la valeur absolue de moins 6, ce sera 6, d'accord? La valeur un nombre absolu, en fait, n'est jamais négatif, d'accord? Donc, si je note par exemple 6, pour l'exemple, hein, donc on va utiliser math, et on va utiliser fabs, d'accord, absolu, de number. Donc là, si j'affiche, vous voyez qu'il me met 6.0, donc pas de souci, ça change pas puisque c'est déjà un nombre positif. Mais dans tous les cas, si je lui affiche moins 6, vous voyez qu'il me met également 6. Donc n'oubliez pas, ça c'est une notion mathématique très simple, valeur absolue de un nombre, c'est toujours un entier, c'est toujours ce nombre, mais positif, pardon. Je sais pas pourquoi je dis entier, non, c'est le fait que ce soit positif, et qu'il n'y a pas de nombre négatif en absolu. Voilà, donc ça c'est pareil, ça peut servir des fois de récupérer la valeur absolue. Alors dans quels exemples, sûrement des calculs, effectivement la mathématique pour le coup, mais c'est utile de le savoir. Alors, je vais remettre quelque chose comme ça. Non, on va mettre un plus petit parce que là on va avoir une fonction assez particulière qui est la fonction de factoriel. Voilà, la factorielle d'un nombre. Donc ça, l'utilisation est très simple aussi. Il suffit d'appeler, je crois que c'est factorial, hein, si j'ai pas de bêtises, c'est le mot complet en anglais, et c'est sur number, et là, si on utilise, voilà, c'est ça, effectivement. Donc comment que ça se passe? Alors si je dis pas de bêtises, ça fait donc fois 2 fois 1, d'accord? Donc ça fait 3 fois 4, 12, fois 2,
24 fois 1, voilà, parce que j'allais me dire, oui, j'allais faire plus 1, non, c'est fois 1. Donc en fait, la factorielle d'un nombre, ce qu'on note en général, je fais un petit rappel, hein, le nombre, d'accord, x avec un point d'exclamation, pour dire x factoriel. Donc si je mets 3 par exemple, 3 factoriel, en fait, il suffit de faire, donc de partir de ce nombre-là, 3 fois, et toujours le n-1, d'accord, donc fois 2, et on s'arrête à 1. Voilà, vous faites toujours comme ça. Si c'était factoriel de 10, hein, pareil, c'est 10 fois 9 fois 8 fois etc. jusque fois 1, d'accord. Donc vous avez compris que plus le nombre ici va être grand, plus on peut obtenir un résultat très grand aussi. Donc faites attention pareil au niveau de la taille mémoire, d'accord, que ça peut prendre, parce que vous verrez que certains nombres par exemple, enfin on peut avoir des factoriels juste immenses. Je sais même pas d'ailleurs la limite où est-ce qu'elle s'arrête. Par exemple si je fais factoriel de 400, il va pas trop apprécier. Je pense que là, voilà. Donc il le prend, sauf que vous voyez qu'après, au bout d'un moment, il affiche des 0, 0, 0. Donc c'est qu'a priori, j'atteins la limite au niveau de Python par rapport à ça. Donc factoriel, ça a une limite évidemment au niveau de la puissance du langage, au niveau de la puissance de l'ordinateur, tout ça. Comment il le gère, parce qu'on peut obtenir des nombres vraiment immensément grands avec un calcul de factoriel. Donc, mais ça sert beaucoup en mathématiques. Donc c'était bien de connaître cette fonction-là qui a vraiment toute son utilité. Voilà. Alors je vais l'enlever parce que ça fait un gros pâté. Voilà pour factoriel. Qu'est-ce qui peut être utile aussi? Il y a des fonctions. On va quitter un petit peu tout ce qui est fonctions arithmétiques, tout ça, parce que c'est des choses, moi je pense que j'ai fait grosso modo le tour de ce qui pouvait être intéressant. On va venir sur des fonctions un petit peu plus avancées, qui serviront plus à ceux qui sont au lycée ou qui font des études supérieures, voire plus, hein, bien évidemment, en maths sup et tout ça. Tout ce qui est exponentielle, logarithmie, en fait, toutes ces choses-là. Donc si je vous donne par exemple l'exponentielle, d'accord? Donc pareil, je vais pas vous faire un cours sur l'exponentielle, la logarithme, d'autant que je suis pas mathématicien, donc bon, je pense que mes connaissances seraient assez limitées, même si bon, je les ai étudiées bien évidemment à l'école. Ce genre de choses, donc vous allez en fait avoir la valeur exponentielle d'un nombre, donc quelque chose exponentiel, machin. Vous allez pouvoir utiliser, alors c'est exp, d'accord, tout simplement, suivi du nombre, d'accord, donc math.exp. Et alors là, 400 par contre, ça va être un peu pareil, je vais mettre quelque chose d'un peu plus petit. Et du coup, voilà, vous pouvez calculer l'exponentielle d'un nombre, d'accord? Donc ça, pareil, je passe très vite, je vais pas revenir sur l'exponentielle, ce que c'est, etc. Renseignez-vous, mathématiquement parlant, sur les valeurs exponentielles, vous saurez à quoi ça correspond. Et on a bien évidemment son opposé, qui est le logarithme, d'accord? Alors il y a le logarithme népérien aussi, mais de toute façon, je vais vous montrer un petit peu. Donc vous avez la fonction standard qui est log, donc qui prend, entre parenthèses ici, le nombre. Alors par défaut, normalement, elle va prendre quelque chose, voilà, elle va prendre ce genre de choses. Et c'est mieux de préciser la base. La base, donc vous pouvez avoir le logarithme en base 2, par exemple, donc vous mettez comme ceci. Vous pouvez mettre logarithme en base 10, enfin en base de ce que vous voulez en fait, d'accord? Donc ça pareil, hein, je m'étends pas là-dessus. Mais par contre, si vous utilisez les deux exemples que j'ai mis, c'est-à-dire logarithme en base 2 ou en base 10, comme c'est des exemples assez, récurrents en mathématiques, Python a fait également des fonctions pour calculer ces valeurs-là plus précisément. Donc si vous voulez vraiment calculer en logarithme base 2 ou base 10, plutôt que d'utiliser la fonction générique log, utilisez la fonction log2. Donc là du coup il n'y a pas besoin de deuxième paramètre. Hein. Donc log2 number, d'ailleurs je vais virer exponentiel. Hein. Donc je vais assez vite hein, sur les explications parce qu'encore une fois c'est voilà, mes connaissances en maths sont quand même assez limitées. Logarithme base 2, ça va être mieux voilà, de noter comme ça. Voilà, donc là par exemple, regardez, je vais noter base 2, du coup je vais virer le base 2 parce que c'est la même chose en fait. Normalement on devrait avoir une différence au niveau du calcul. Oui, à peu près, ça doit être ça. Donc celle-là, d'accord, la fonction ici, log2 calculera mieux le logarithme en base 2 que la fonction générique. Et si c'est du log 10, même chose, vous avez une fonction spéciale log 10, donc c'est simple à retenir au niveau des noms. Et pareil, elle calculera mieux, elle sera beaucoup plus précise. Vous voyez que ça change quand même pas mal la donne. Là on est à 47, là on est à 49. Donc dans certains cas où on a besoin de calculs absolument, enfin les plus précis possibles, évidemment si vous travaillez en base 10 avec le logarithme, utilisez plutôt cette fonction-là. Après si c'est une base genre base 3, base je sais pas quoi, évidemment comme ils n'ont pas fait une fonction pour chaque base, sinon il y aurait je sais pas combien de fonctions, vous pouvez utiliser la fonction générique qui sera quand même suffisamment fiable à ce niveau-là. Voilà pour tout ce qui est logarithme, exponentiel, pareil on va rester là-dessus sur ces fonctions-là. On peut venir maintenant sur des fonctions un peu plus qui touchent un peu tout ce qui est trigonométrie. Donc si vous faites pas mal de calculs d'angle sur des formes ou vous faites vous travaillez sur du sinus, cosinus, tangente, hein, c'est sûrement des mots qui vous disent quelque chose je pense, et bien vous avez également pas mal de fonctions pour vous calculer ça automatiquement sans que vous ayez bien évidemment à le faire à la main. Donc toujours pareil, voilà, je vais mettre
sinus de number, donc ce genre de choses, format, et ça prend math.sin du nombre. C'est vraiment aussi simple que ça. Et ça vous renvoie une valeur, donc là vous allez me dire pourquoi c'est négatif, puisque ce que ça renvoie, mais ça vous le savez normalement si vous connaissez sinus, cosinus, tout ce qui est trigonométrie, si on veut parler du domaine, ce sont des valeurs en radians, d'accord? Donc pour la valeur en cosinus, vous remplacez sin par cos, ok? Donc là du coup, c'est le cosinus, pardon, voilà. Et si vous voulez la tangente, eh bien c'est tan. Voilà. D'accord, en fonction. Vous avez également les arcs, d'accord. Donc les arcs, tout ce qui est en fait arc sinus, arc cosinus, arc tangente. Il suffit de rajouter un A devant. Voilà. Donc là, d'accord. Les choses changent. Arc sinus, pareil. Je vais pas tous vous les faire, hein, mais c'est A sin. Ok. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah oui, il est pas content au niveau du nombre. Peut-être prendre un nombre négatif. Je voulais, comme mes connaissances mathématiques sont assez limitées, c'est parce que le nombre ici doit pas être trop content. Value error, c'est parce que c'est la valeur qui est ici qui lui plaît pas. Assign, bon c'est pas grave, parce que je vois pas du coup qu'est-ce que je peux mettre exactement comme valeur. Est-ce que je peux mettre un nombre décimal, est-ce que je prendrai mieux? Non, pas content. C'est bizarre ça par contre. Enfin, c'est pas que c'est bizarre, c'est que j'ai pas le bon... J'ai pas une valeur valide, donc value error en fait c'est simplement quand vous essayez de faire un calcul qui est pas possible mathématiquement. Donc là j'ai dû faire une erreur au niveau de nom, mais j'ai pu, on va dire que j'ai pas tellement beaucoup de, comment dire, de souvenirs sur tout ce qui est arc sinus, arc cosinus, donc je m'excuse au niveau de ça, au niveau des connaissances mathématiques assez limitées par rapport au reste. Mais voilà, c'est pas une erreur de Python, c'est une erreur sûrement au niveau du nombre, donc s'il y a des gens, des matheux, vous saurez certainement trouver les bons nombres en tout cas pour faire ce genre de calcul. Dans tous les cas, vous avez la fonction assin, acos, attend pour tous ces calculs-là au niveau de trigonométrie. Et comme je vous parlais justement que les valeurs qu'on récupérait étaient en radians, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué parce qu'on travaille avec des radians, c'est peut-être d'ailleurs ça qui pose souci, vous pouvez faire des conversions bien évidemment. Il y a des fonctions pour convertir des radians en degrés, etc. Donc les fonctions, par exemple là vous voyez, admettons ça c'est en degrés, NB, je vais mettre degree, je peux mettre degré radian, d'accord, ce genre de choses. Et là, je vais utiliser la fonction tout simplement radians. Alors il y a un S normalement, si je dis pas de bêtises. Et là du coup, je lui passe bien évidemment un nombre en degrés, d'accord. Voilà. Donc là vous avez la conversion en radian. Évidemment, si on avait quelque chose inversé, donc je mets un nombre n'importe quoi bizarre. Donc l'inverse, hein. C'est pas radians, c'est degrees. Et normalement c'est avec un S, hein, puisque si radian il y avait un S, ça devrait être l'inverse. J'ai des bons souvenirs, mais bon je vous avouerai, je n'utilise pas les fonctions mathématiques tous les jours en Python ou dans les autres langages, donc forcément, voilà, donc ça a l'air d'être ça, puisqu'on l'entend sur 128, presque 128, j'ai noté un truc au pif. Donc ok, donc vous voyez du coup vous pouvez faire des conversions, travailler de radian à degrés, donc c'est des choses que vous avez dû voir de toute façon à l'école ça aussi, parce que moi j'ai mis des souvenirs par rapport à la trigonométrie, quand on faisait des calculs justement sur des cercles, je me rappelle qu'on avait même le calcul mathématique pour faire la conversion à la main, de radian à degrés et inversement. Donc là, vous vous embêtez pas à faire ça à la main ou créer votre propre fonction. Python a déjà évidemment des fonctions qui font déjà ça à votre place, puisque vous doutez bien qu'avant vous, il y a eu plein de gens qui ont fait des mathématiques, et Python est un langage qui est très utilisé dans le calcul mathématique, le calcul de fonctionnel, tout ce qui est calcul scientifique. C'est vraiment très utilisé dans ce domaine-là, dans la recherche mathématique, tout ça. Du coup, il y a énormément de fonctionnalités pour tout ce qui est mathématique, arithmétique et tout ça, au niveau de ce langage. Donc automatiquement, il y a, je dirais pas qu'il y a forcément toutes les fonctions inimaginables dans le domaine, mais il y en a vraiment un bon paquet. Donc si vous êtes à fond dans les maths, le scientifique, tout ça, renseignez-vous au niveau de la doc, quelque chose comme ça, vous aurez vraiment des fonctionnalités très complètes à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je voulais en faire une vidéo, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont passionnés, qui aiment bien les mathématiques, et du coup ça pourra vous intéresser tout ça.
Voilà pour tout ce qui est conversion. Donc je vous dis radian degré. Alors normalement j'ai fait le tour. Je voulais vous parler de fonctions arithmétiques, de conversion simple. Je voulais parler de fonctions exponentielles, logarithmiques, parce que c'est un petit peu des choses qu'on voit au lycée, tout ça qui ont leur intérêt aussi. Tout ce qui est trigonométrie, la conversion et ah oui, une fonction très utile. Ça c'est la petite fonction bonus qu'il faut en parler, parce qu'elle fait partie de ce module. Hein. Elle est pas genre liée à autre chose. Ils l'ont mis dans le module de mathématiques. Pourquoi je ne sais pas. Peut-être parce que ils estimaient que c'était bien. Vous pouvez par exemple vérifier qu'une valeur en fait de quelque chose n'est pas un nombre, d'accord? Donc not a number. Et pour ça vous avez une fonction. Donc par exemple si je fais je sais pas ma variable, d'accord? Donc si je mets par exemple sous forme de chaîne de caractères, on va regarder ensemble, d'accord, ce que ça fait. Donc vous voyez, je mets le résultat comme ça, format, et ici on va mettre math, d'accord, point nan, is nan. En général, c'est toujours comme ça, is quelque chose. Donc nan, tout simplement pour not a number. Donc attention, le test est inversé. On vérifie pas que c'est un nombre, on vérifie que ce n'est pas un nombre. Donc ça, faites attention. Sinon, on aurait mis is an à la rigueur. Donc là, je vais tester sur ma variable. Voilà. Et on va vérifier ce que ça affiche. Donc là, il me dit, voilà, must be real number, not str. Évidemment, puisque ça ne marche pas, comme vous voyez, sur une chaîne de caractères. Donc je vais lui passer ça. Et on peut vérifier du coup ce genre de choses. Donc là il me dit que ce n'est pas un nombre. Alors pourquoi je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il me dit que ce n'est pas un nombre. False. Ah bah oui bien sûr, not a number. C'est ça que je vous dis, d'accord, c'est que c'est inversé. Vous voyez, même moi j'ai failli me faire avoir. Oui voilà, donc il dit est-ce que ce n'est pas un nombre, et il vous dit faux, donc c'est un nombre. Donc si ça retourne false, c'est que c'est bien un nombre, si ça retourne true, c'est que ça n'en est pas un. Donc ça, je dis, elle est un petit peu spéciale en fait comme fonction, parce qu'elle ne vérifie pas que c'est un nombre, elle vérifie que ça en est pas un. Donc si ça vous met faux, ça veut pas dire que ce n'est pas un nombre, ça veut dire que ça en est un. Donc attention à ça, d'accord, de pas vous faire avoir, parce que vous voyez que j'ai eu un petit doute sur le moment, je me dis mince, pourquoi ça retourne false? Oui, ça retourne false parce qu'on vérifie que ce n'est pas un nombre, et comme c'en est un, il vous dit bah non c'est faux, c'est un nombre du coup. Voilà. Donc ça, petite fonction qui peut servir pour vérifier justement que quelque chose n'est pas un nombre, ça peut servir dans certains cas. Donc je voulais vous en parler comme ça. Sur quoi je peux terminer? Donc niveau des fonctions, je pense que j'ai fait grosso modo le tour de ce qui va vous servir. Encore une fois, si vous voulez travailler avec des nombres complexes, vous avez le module qui s'appelle CMath, tout simplement. Donc allez voir pour complexe math, donc tout ce qui est calcul complexe, tout ça. Donc si vous travaillez avec ce genre de choses, il faudra aller voir du côté de ce module. Je pense pas faire une vidéo dessus parce que c'est pareil, mes notions en maths sont très limitées, mais alors mes notions sur les nombres complexes, je vous en parle même pas, tout simplement. Donc je vais pas vous faire une vidéo dessus, ce serait complètement ridicule. Mais vous pouvez aller voir dans la doc, il y a suffisamment ce qu'il faut. Et il y a pas mal de fonctions dans le module math que l'on retrouve dans le module CMath. Voilà, ils ont dupliqué un petit peu les fonctions, mais surtout pour travailler avec des nombres complexes. Donc ça a tout son intérêt ici. Et oui, donc des petites choses à savoir, si vous travaillez avec le nombre pi, si vous travaillez avec tout ce qui est le e, donc l'exponentiel, tout ça, si vous voulez récupérer ces valeurs, ne vous amusez pas encore une fois à les faire vous-même, elles existent dans le module, d'accord? Donc il suffit de faire, donc, je vais l'afficher moi par exemple, pi, alors on va mettre comme ça, je vais y arriver, voilà, comme ceci, c'est math, mais sauf que c'est pas une fonction bien évidemment, c'est directement un attribut, d'accord, donc en tant que constante dans la classe qui travaille directement dans le module math, et vous pouvez du coup utiliser pi, donc c'est comme ça en minuscule, et là vous aurez la valeur de pi qui est évidemment beaucoup plus précise. Donc bon, allez, jusqu'à un certain nombre de décimales, ils l'ont pas fait avec toutes les décimales de pi, c'est pas possible, mais en tout cas ce sera beaucoup plus précis que si vous mettez 3,14 dans tous les cas. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus, on va dire, fin au niveau du résultat, au niveau de la fiabilité du nombre, c'est mieux d'utiliser la constante math.pi pour avoir quelque chose d'assez précis. Et si on veut la valeur de e, d'accord, pour l'exponentielle, vous pouvez faire math.e, et ça doit donner, je crois, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était 2,71 quelque chose, ça me semble, la valeur comme ça. Voilà, c'est ça, vous voyez, j'ai quand même des petits restes, mine de rien. Donc 2,71, 82, 81, etc., etc. Voilà, donc comme ça, pareil, c'est quand même suffisamment précis pour faire des calculs, surtout quand c'est du calcul scientifique, mathématique, qui demande une certaine précision quand même. On s'amuse pas à tout arrondir comme ça. Il y a dans des cas, imaginez ceux qui bossent en aéronautique, ceux qui bossent sur les satellites, les fusées, tout ça. Vous imaginez bien qu'ils arrondissent pas tout comme ça, la valeur supérieure, et puis on s'en fout. C'est chaque petite décimale a son importance dans ce type de calcul. Donc sachez qu'il y a évidemment des constantes prévues pour ça.
Et ce sera la fin de ce tutoriel, en tout cas de cette vidéo. J'espère que ça vous aura servi. Si ça ne vous sert pas, bah c'est pas grave. De toute façon, les tutos et les cours, il en faut pour tout le monde, pour tous les goûts, pour tous les besoins et les usages. Donc ça servira à certains, peut-être pas à d'autres, ou beaucoup moins à d'autres. Mais en tout cas, le tutoriel sur les fonctions, on va dire, donc le module math en Python est fait. J'espère que ça aura servi quand même à pas mal de monde. Si vous avez des questions, si vous voulez savoir d'autres choses, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires de la vidéo. Et surtout, d'aller consulter dans la documentation officielle de Python, le détail de ce module, puisque je vous ai pas parlé de tout. Il y a encore plein d'autres fonctions à voir, donc vous allez qu'à y voir dedans. Il y a pas mal de fonctions encore pour le logarithme, pour tout ça. Donc n'hésitez pas à aller feuilleter un petit peu tout ça, à faire des tests de votre côté si vous avez besoin de fonctions très spécifiques avant d'inventer vos propres fonctions, parce que dites-vous que a priori il y a sûrement déjà quelque chose en Python qui le fait à votre place, il y a déjà une fonction toute faite pour ce que vous essayez de faire dans vos programmes. Donc pensez toujours à avoir ce réflexe là, d'aller voir dans la doc avant de faire vous-même vos fonctions tout simplement. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un prochain tuto, et en attendant, portez-vous bien et bonne programmation en Python.